Parfait. Bonjour tout le monde. Donc, on va démarrer dans 2-3 minutes le webinaire parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont venir. S'ils veulent parler, mettez des messages dans la conversation. Oui, le webinaire, pour ceux qui participent la première fois à ce webinaire, si vous avez des questions, au début, on ne laisse pas le micro parce qu'on a peur que tout le monde parle en même temps, ça fait trop de bruit. C'est pour ça, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas présentateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les questions dans la conversation, pour ceux qui ont l'habitude de webinaire. Et puis, à la fin, on va laisser un peu de temps pour que si vous souhaitez prendre le micro, si vous souhaitez parler, là, on laisse la possibilité de parler. Parfait. Je fais mesure, je laisse entrer les gens. Parfait. Donc, déjà, une partie de nos participants sont arrivés. On attend encore 2 minutes. Bonjour tout le monde. Les présentateurs aujourd'hui, on est là déjà. Moi, je suis Tam Mong, théâtrice de Shinafi. Donc, je vais parler un mot quand même sur Shinafi tout à l'heure pour ceux qui connaissent pas. Pour le moment, je vois que tout le monde qui sont là, qui connaissent Shinafi. Et puis, à côté de moi, c'est Max. Max, c'est le... Je te laisse présenter. Oui. Donc, je m'appelle Max Parroquia. J'ai eu une société de design packaging pendant 28 ans et j'ai travaillé pendant au moins 15 ans avec la Chine. Et donc, j'ai une expérience très autodidacte dans la mesure où je n'ai pas été aidé par des organismes ou je n'ai pas été aidé par d'autres sociétés. Donc, on a un parcours un peu qu'on s'est fait soi-même avec la découverte de la manière de travailler, la manière de faire du contrôle, de visiter et d'établir des relations avec les usines chinoises. Parfait, parfait. Donc, aujourd'hui, le deuxième présentateur de ce webinaire, c'est Max. Il est à côté de moi. Après, nous avons 2 autres présentateurs pour aujourd'hui. Je vous présente Jean-Gabriel. Est-ce que tu peux dire quelques mots, Jean-Gabriel? Oui, bien sûr. Bonjour, donc Jean-Gabriel Pourret, je suis le directeur de la supply de PBO. Donc, je m'occupe des usines, de la logistique, des approvisionnements, de la distribution. Et nous avons une usine dans le Jiangsu depuis 2003. Donc presque une vingtaine d'années, avec une équipe 100% interne, 100% chinoise là-bas, une usine qui travaille que pour nous. Hein. Et voilà, donc une expérience un peu longue avec des hauts et des bas. Parfait. Parfait. Tout à l'heure, Jean-Gabriel va nous présenter l'expérience de son usine en Chine, surtout avec le Covid aujourd'hui. C'est paraît un peu compliqué, mais il va nous parler plus de détails. D'accord, Jean-Gabriel? Parfait. Maintenant, je vais présenter Xiao Kuai. Xiao Kuai, c'est le responsable de logistique et responsable de la Chine de la société Baudouin. Peut-être vous le savez un peu, Baudouin, c'est une société qui est spécialisée dans le moteur, se trouve à Cassis, qui n'est pas très loin de Marseille. C'est une ville très jolie. Je laisse Xiao Kuai, peut-être qu'il va parler quelques mots sur toi-même parce que tu vas faire ta présentation aujourd'hui sur ta société. Oui. Bonjour, je m'appelle Kuai Xiao. Je suis le logistique et China Relationship Manager chez Moteur Baudouin. Nous sommes une société marseillaise depuis plus que 100 ans. Notre activité principale, c'est toujours dans le moteur diesel. En 2009, la société qui a été achetée par un groupe Weichai, le plus grand fabricant de moteurs diesel du monde. C'est une société chinoise. Et depuis le 2009, nous avons vu des grandes croissances avec notre maison mère en même temps. Et c'est pourquoi je suis là, essayer de vous partager notre témoin et mon expérience. Parfait. Merci beaucoup, Xiao Kuai. Merci beaucoup. Donc, là, on a encore ces invités qui sont en train d'arriver. Avant que je démarre la première partie du webinaire, parce qu'aujourd'hui, il y a 4 personnes de société qui vont parler sur le sujet comment trouver l'équilibre entre la culture chinoise et la culture française quand on travaille à la Chine. Donc, je vais me présenter et présenter quelques mots sur Shinafi.
Donc, moi, je m'appelle Damon, je suis directrice de Shenafi depuis 20 ans. Je suis aussi une des cofondateurs de cette structure. Donc, Shenafi est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises françaises pour leur travail projet avec la Chine, Japon et Corée du Sud, notamment sur la Chine. Donc, on a des formations, comment travailler le chinois, management d'équipe à distance, surtout avec le Covid, gestion de contrat, import et export. Maintenant, on est en train de préparer une formation comment négocier avec un fournisseur chinois. Donc, ça, c'est Shenafi. Le souhait de Shenafi, on organise aussi ce webinaire pour être un des partenaires fiables pour les sociétés françaises qui travaillent à la Chine. Si vous avez des besoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous exprimer. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous donner notre aide, nous donner un coup de main pour que vous puissiez mieux travailler avec ce pays, surtout avec un contexte assez compliqué d'aujourd'hui. Donc, je pense que je vais peut-être commencer le webinaire. Et là, la première partie, je vais lancer le webinaire. On va voir quels sont les points qui nous séparent ou qui nous réunissent entre la Chine et la France. D'abord, le point commun entre la Chine et la France. Comme vous le voyez sur le slide, donc les points communs, le premier point, je dois citer, c'est les deux pays, les deux peuples attachent une importance, vraiment une vraie importance sur leur histoire, sur leur civilisation, sur leur culture. Les deux pays, quand les peuples de deux pays ensemble, on parle de nos cultures, de notre civilisation, notre littérature, notre poème, tout ça en fait, on trouve toujours le même langage. C'est pour ça que ça s'approche énormément des Français et des Chinois. Après, je vais parler un peu l'art de vivre. Les Chinois et les Français aiment la vie, aiment la vie. Donc, les deux peuples aiment déjà manger. Donc, je dis toujours aux sociétés françaises, si vous avez des conflits, si vous avez des problèmes avec les Chinois, il suffit de manger ensemble au restaurant avec les Chinois. Donc, après un bon repas, après quelques verres d'alcool, et après encore mieux avec un karaoké. Tout est réglé, n'est-ce pas, Max? Tu es d'accord avec moi? Totalement d'accord. En fait, la plupart des relations se nouent autour des repas. Exactement. Le soir, principalement. Principalement. Et avec aussi les verres d'alcool et modérément. Exactement. Mais ça joue. Ça marche. Surtout, même quelquefois, je dis aux sociétés françaises, quelquefois avec les Chinois, il ne faut pas parler de contrat pendant le repas. Mais si vous mangez un bon repas avec les Chinois, vous buvez très bien l'alcool avec les Chinois, vous faites gambé et vous faites karaoké, vous allez voir le contrat, ça va signer sans problème le lendemain. Vous n'avez pas besoin même de parler de ce contrat. Ça marche. Oui, la relation est très importante. Exactement, la relation. Exactement. On va parler de ça tout à l'heure aussi. Après, les deux pays, les deux peuples attachent énormément la terre. On doit dire à l'origine, ce sont deux pays d'agriculture. Donc, un peu paysan, mais paysan, il a de grandes qualités aussi. Ce n'est pas dans le sens négatif, n'est-ce pas, Max? Paysan, c'est bien, c'est les valeurs. C'est les valeurs. C'est des valeurs de la terre. De la terre. Et comme je disais à Dan, je trouve que les deux peuples se ressemblent beaucoup et que les relations au travail sont très similaires. Exactement. Tout à l'heure, Max va encore approfondir sur ce sujet-là. Oui. Exactement. Parfait. Après, il y a beaucoup de points en commun. Comme je n'ai que 10 minutes pour présentation, je ne veux pas trop approfondir. Par contre, après, si vous avez des suggestions, des remarques, vous avez votre avis, n'hésitez pas à te mettre dans la conversation. D'accord? Après, c'est très intéressant pour nous, surtout de discuter sur ces points. Parfait. Maintenant, je vais voir un peu vers ce qui nous sépare. Entre la Chine et la France, on a quand même pas mal de différences. C'est ça pourquoi on doit connaître ces différences. On doit savoir quelles sont les différences et surtout comment les convaincre, comment dépasser ces difficultés. D'accord? Donc, les difficultés, les différences principales. D'abord, la société française, c'est assez individualiste. Tu es d'accord, Max? La société française individualiste,
Non. Moi, je dirais Oui. qu'en Chine, j'ai vu aussi de l'individualisme. Ah, d'accord. J'ai vu beaucoup des Dans la vie structures- privée, je pense. Oui, non, j'ai vu des structures hiérarchiques qui étaient assez D'accord. établies, Ah où oui. il fallait pas, où Oui. il fallait bien respecter en fait la manière de faire et pas rentrer trop dans la hiérarchie. D'accord, c'est hiérarchie, tu et parles. oui, et laisser faire. D'accord. Après, en dehors, j'ai vu des personnes qui jouaient pour elles et qui étaient Pour soi-même. pour soi-même. Ah, tout à là, fait. c'est dans le... Peut-être il y a comme un phénomène individualiste, mais quand même, la société chinoise, je pense, c'est Oui. assez collectiviste. Ah, ça veut dire quand les sociétés, le chef décide quelque chose, tout le monde suit. Oui, c'est ça. Dans les entreprises, oui. Et Et dans l'entreprise aussi, je pense. dans les villages, dans la famille. Dans la famille, partout. Ah, ça veut dire on suit le leader. Oui, tout à Le fait. leader dit quelque chose, tout le monde suit. Oui. Aussi, on suit la mode. Par exemple, en Chine, si quelqu'un qui a le sac Louis Vuitton, tous les gens derrière qui souhaitent avoir Louis Vuitton. Par exemple, en Chine, si une femme qui a vu sa collègue porter une robe très jolie, ce qu'elle souhaite, elle va acheter le même. Surtout, elle va dépenser tout pour acheter exactement la même robe. Par contre, en France, si une femme qui voit qu'elle porte la même robe que sa collègue, c'est la honte totale. Elle ne veut pas penser, Elle tu fera vois. tout pour se différencier. C'est ça. C'est Elle fait tout pour ne pas porter la même robe, d'accord? Et là, c'est seulement un exemple. Donc, on est très différents. Sur ce point, on est très, très différents. Pour ceux qui participent à notre webinaire, si vous êtes d'accord, vous pouvez, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc, vos commentaires sont bienvenus. Après, je vais parler un peu l'esprit des Chinois, c'est assez pragmatique. Donc, il arrive toujours à faire réagir, répondre aux besoins, répondre à quelque chose. Oui. Donc, il trouve tous les moyens, quelquefois même pas toujours très droite, mais quand même, ils arrivent toujours à atteindre ce qu'ils veulent faire. Oui. C'est ça. En fait, moi, dans mon expérience, fait, les usines, à chaque fois que j'avais des requêtes, en fait, elles allaient toujours au but pour proposer le produit qu'on souhaite. Et quelle que soit en fait la structure derrière, avec toujours trouver solution. Toujours des solutions, avec un monde qui va très vite et qui est avec beaucoup de relations interusines. Exactement. Et en fait, il n'y a jamais aucun problème qui est insolvable. Et donc, avec les Chinois, tout est possible, c'est ça. Tout est possible. Et après, il y a des garde-fous quand même. Bien sûr, il a un peu quelquefois dépassé la limite, mais c'est toujours, tout est possible. Voilà, exactement. On a besoin d'injections, ils vont trouver une solution. Il faut trouver toujours une solution. On a besoin de quelque chose. En fait, ils vont toujours arriver au problème final, en fait, résoudre. Ils vont toujours résoudre tous les problèmes, en fait. Parfait. Parfait. Par contre, maintenant, on parle de l'esprit français, du peuple français assez cartésien. Tu es d'accord? Très, très d'accord. Très d'accord. En fait, il faut nous, on cherche toujours des structures très encadrées, avec beaucoup de normes. Et en fait, procédures. Des procédures. Et en fait, c'est très difficile de travailler comme ça, forcément, enfin, avec beaucoup d'usines chinoises qui vont à l'objectif et les règles, en fait, pour y aller, elles n'existent pas. Exactement, c'est contourner la règle. Et en France, pour moi, toute la difficulté de travailler avec la Chine, c'est de bien choisir et de bien connaître l'usine. Exactement. Parce que, et demander des choses qu'ils savent faire et qu'ils peuvent faire. Et nous, on arrive souvent avec des normes, des cahiers des charges, avec beaucoup de choses. Et en fait, si on ne choisit pas bien son partenaire, c'est très difficile. C'est difficile, parfait. Je vais apporter les prochains points. Donc, et aussi, culture chinoise, c'est une culture, on dit floue. Flou. Ça veut dire que ça vient de notre taoïsme, parce que le taoïsme chinois parle l'univers est composé par yin et yang, en transformation en permanente. C'est pour ça qu'il n'y a pas une vérité absolue. C'est pourquoi les Chinois y croient une vérité aujourd'hui, à ce moment-là, de cette seconde. Une seconde après, ce n'est plus une vérité, ça a déjà évolué. C'est pourquoi les Chinois ne croient pas quelque chose d'absolu correct, absolu vrai. C'est dans cet esprit-là. Donc, on parle, les Chinois souvent, leur état d'esprit est assez souple, mais quelquefois, c'est pareil flou. C'est pareil flou pour les Français. Et donc, pour certains Français, quelquefois, c'est difficile de comprendre pourquoi c'est pas toujours très clair, c'est pas toujours très carré, c'est
quelquefois, ça paraît ambigu. Même il y a des sociétés comme la CMA, CGM, pendant mes formations, ils me disent les Chinois ne sont pas honnêtes. Jusqu'au ce point. Ils ne sont pas très francs, ils ne sont pas honnêtes. Donc, qu'en penses-tu, Max? Moi, je trouve que ça dépend, enfin, il faut aller aux bons interlocuteurs. Parce que moi, je trouve que j'ai eu énormément d'honnêteté dans les usines avec lesquelles j'ai travaillé. D'accord. Ils sont honnêtes quand même ensemble. Oui. Non, très honnête et très droit, et l'honnêteté, on en parlait, c'est par exemple, oui. On n'a pas forcément à écrire, en fait, on se fait beaucoup confiance. Donc, beaucoup de confiance. Quand on fait confiance, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai eu beaucoup d'honnêteté dans beaucoup. Après, j'ai eu j'ai eu quand même avec certaines usines où le business était avant tout. Oui. Et après, sur des agents commerciaux, leur survie personnelle allait avant l'honnêteté. Oui. Et c'est pour ça que moi, je dis que je préconisais de travailler directement avec les usines parce que les interlocuteurs des usines, en fait, j'ai trouvé un vrai fond solide et d'honnête et surtout de croyances qui n'étaient pas forcément qui va au-delà des contrats ou des accords. On dit quelque chose et c'est tenu. C'est tenu. Et donc, il tient la parole quand même. Et donc, moi, j'ai trouvé qu'il faut se méfier, comme dans tous les pays du monde, en fait, de personnes qui jouent pour elles. Mais que si on arrive à aller vers l'usine et à établir les relations, les bonnes relationnelles, j'ai rencontré plus d'honnêteté que sur mes usines européennes. D'accord, bon. Max, parfait. Prochain point, je vais parler, c'est la face. Est-ce que ici présent, tout le monde comprend ce que signifie la face pour le chinois? La face, en français, on a du mal à trouver un mot équivalent. On peut traduire par la dignité, quelque chose comme ça en fait. Donc les Chinois, il faut vraiment quand vous fréquentez, quand vous faites des affaires avec les Chinois, quand vous travaillez avec les Chinois, vraiment il faut faire attention à la question de face. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas blesser leur dignité. Ils sont facilement être blessés. Donc les Chinois font tout. D'abord, ils pensent naturellement, est-ce que leur face est conservée? Quelquefois même, c'est inconscient. C'est pourquoi c'est quelque chose, un point très, 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 très important. Il faut quand même que je parle. Oui. Donc, après, on va faire peut-être exemple ou discuter avec les participants pour économiser du temps. Après, les Chinois, ils toujours préconisent harmonie, éviter la confrontation. Là, ça vient de Confucius. Confucius parle un peu la société, il faut garder quand même harmonieux. Chacun a sa place, chacun respecte la hiérarchie, chacun a vertu. Donc, on a l'harmonie. Donc, les Chinois, ils font tout pour ne pas contredire quelqu'un. Même quelquefois, ça arrive, ils ne sont pas d'accord avec toi, mais ils pensent, mais ils ne le disent pas. Ça, c'est quelquefois, c'est difficile pour les Européens, parce que les Européens, normalement, ils préfèrent la franchise. Ils le disent. Les Chinois, quelquefois, même ça arrive souvent, dans leur tête, ils ne sont pas d'accord, mais ils disent oui toujours. Donc, Marc, je ne sais pas, tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord qu'il faut écouter ce qu'on n'entend pas. Il faut écouter ce qu'on n'entend pas. Waouh, ça c'est difficile. Parce que si dans une conversation, on apporte des arguments, des points, et qu'il n'y a pas de retour, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a un désaccord. Ça veut dire qu'il y a un désaccord. Donc, en fait, il faut... Par contre, certaines fois, en tant qu'Européen, pour débloquer des situations, je mets les pieds dans le plat. Parce que il faut y aller. Certaines fois, quelquefois, il faut y aller quand même. Il faut y aller, oui. D'accord. Même ils n'expriment pas, il faut y aller. Mais toujours avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect, beaucoup de politesse. Exactement. Donc, c'est parfait. Parfait. Donc, le prochain point, je vais parler surtout un caractère qui est vraiment très important sur le peuple chinois. Le guanxi, le relationnel. On a déjà parlé avec Max. Donc, c'est super important quand on travaille avec les Chinois. Il faut vraiment créer ce relationnel. Les Chinois, avant tout, ils font des choses avec les gens avec qui ils ont des relationnels. S'ils ne connaissent pas cette personne, normalement, ils ne font rien avec vous. Même, il y a des sociétés qui me disent, pendant 2 ans, 3 ans, ils ont des sociétés chinoises qui les contactent. Et ils sont tout le temps dans une conversation, dans une négociation. Ils se paraissent. Par contre, il n'y a rien qui vraiment avance, ils ne comprennent pas. Mais moi, je dis, ça veut dire quoi? Le relationnel n'a pas été créé. Il n'y a pas de vrai guanxi. Donc, les Chinois ont encore dans l'étape de chercher cette
confiance, chercher ce relationnel. Ils sont en train de tester. Est-ce que vous êtes la bonne personne? Est-ce que votre société, c'est la bonne société avec qui ils vont travailler après? Alors, ça, c'est quelquefois ce processus. C'est long, ça peut être long. Ça peut être très long. Très Et long. moi, je crois qu'à un moment donné, si on établit une confiance en relationnel mutuel, de dire on prend pas tout de l'usine, mais on donne, on échange des informations, on construit ensemble, on évolue ensemble en fait. Et ben, dans ces cas-là, on arrive à construire des vrais relations. Vrais relationnels. Une fois Très que important. le relationnel est construit, en fait, ça peut durer longtemps. Il est très solide. Très solide. Avec le chinois, le relationnel est difficile et long de construire. Par contre, dès que c'est créé, souvent ça dure longtemps. Ça, c'est vraiment le caractère vraiment qui reflète vraiment dans la relation avec les Chinois. C'est ça en fait. Moi, j'ai donné beaucoup d'informations techniques pour obtenir ce que je voulais. De l'autre côté, j'ai eu beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'envie de progresser avec moi. Et donc, le relationnel se construit comme ça au fur et à mesure des commandes et des années. Et donc, une fois qu'il est construit, vraiment, il y a... c'est solide. Les usines, elles se décarcassent pour faire plaisir. Pour faire plaisir à toi. Et pour apporter les produits que l'on souhaite. Donc, le relationnel est très important. Et surtout avec le Covid aujourd'hui, comme on ne peut plus déplacer en Chine, c'est encore très important. Beaucoup de sociétés françaises qui m'ont dit, je ne peux plus déplacer. Comment je construis le relationnel? Je dis, même à distance, il faut toujours penser relationnel. Surtout, négligez pas de créer la relation via vidéoconférence, via WeChat, créer votre compte WeChat et toujours tenir ces relations. Avec les Chinois, c'est la première condition de travail avec les Chinois avant tout, en fait, relationnel. Mais WeChat, c'est très, très bien. C'est un très bon outil. C'est très bien, très bon outil, WeChat. Tout le monde connaît, je suppose. Oui. Et parce que aussi, on échange, en fait, des moments, en fait, qui sont extra travail, où on voit les vies personnelles des uns et des autres. Et certaines fois, on réagit sur ce que l'on voit. Et vraiment, ça crée quelque chose, en fait. C'est parfait. Oui. Parfait. Le dernier point, je vais traiter parce qu'après, on va passer prochain présentateur. Après, je vais Max d'abord. Dernier point, je vais parler différents culturels. Il y a beaucoup de points. Comme le temps est limité, je vais aller vers les points principaux. Dernier point, c'est les Chinois privilègent énormément l'oral. Donc, parole compte beaucoup pour les Chinois. Donc, ils ne travaillent pas énormément sur l'écrit. Ils n'aiment pas trop écrire. Par contre, les Français privilègent écrit. Surtout, regarde beaucoup le contrat, le clause de contrat. Attention pour les Chinois, déjà, oral, c'est super important. Quand on crée la confiance, ça compte. Après, le contrat pour les Chinois, attention aussi, les Chinois n'ont pas la même compréhension que contrat avec vous. Hier, je fais une formation avec les Français, je leur dis, contrat, c'est une relation qui commence. Contrat, c'est une relation. Contrat pour les Chinois signifie une relation. Il ne faut pas 100% compter sur votre contrat pour dire j'ai écrit cette clause. Après, je regarde ces clauses. Avec les Chinois, c'est pas sûr, ça marche. Parfait. Max, est-ce que c'est bon pour notre partie? Parce que le temps est compté, on va peut-être passer le prochain. Si tu as d'autres choses à compléter, non, si tu veux. Moi, je dirais pour les contrats. Conclure, peut-être. Oui, pour conclure, pour les contrats, en fait, il faut s'assurer, en fait, c'est toujours la même chose, il faut s'assurer que l'usine est bien, l'usine en fait, il ne faut jamais demander ce qu'ils ne peuvent pas faire, en fait. Il faut demander ce qu'ils savent faire. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, nous, on a tendance toujours de vouloir un produit et à tout faire rentrer dans les normes REACH, dans beaucoup de normes. Et le fait est, c'est que soit on le demande et c'est des critères qui sont très limitatifs pour ce qu'on va produire. Et si on veut vraiment s'y attacher, on n'y arrive pas. Donc, Parfait. Il faut laisser un peu de liberté. Laisser liberté. Parfait. Donc, maintenant, peut-être, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interroger. Donc, la partie de ma partie et partie de Max, c'est terminé. Maintenant, je vais laisser parole à Jean-Gabriel. Donc, présenter l'expérience de la société PBO qui se trouve à Gemnos. Jean-Gabriel. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Merci pour toutes ces infos qui sont, à plusieurs reprises, j'ai senti du vécu. Donc, juste en 2 mots, nous, PBO, on est fabricant de couleurs, on fabrique des produits pour les artistes, les beaux-arts, les loisirs créatifs et l'enfance. On est une entreprise familiale, marseillaise, qui a maintenant un peu plus de 100 ans.
Notre siège est à Gémenos et en 2003, on a ouvert une usine à Kunshan, c'est dans le Jiangsu, on va dire une quarantaine de kilomètres de Shanghai. L'objectif, c'était de réduire nos coûts, comme tout le monde à cette époque. Hein. Et l'évolution de l'usine a été très sensible, puisqu'aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, aujourd'hui, 35% de ce que fabrique cette usine est vendu en Chine. Et le marché chinois représente pour notre groupe un peu plus de 15% l'année dernière de notre activité. Voilà. Donc, d'une usine qui était initialement à objectif de production et de distribution auprès des marchés occidentaux, en 20 ans, il y a eu une forte transformation pour vendre localement et s'impliquer sur le marché local. Et clairement, pour nous, la mise en place de cette usine chinoise est un succès et même aujourd'hui un atout. Donc, pour revenir sur votre sujet principal, on est quand même, nous, enfin, le témoignage, ou nous, ce que nous vivons, ou ce que je vis moi avec les équipes chinoises, ou avec la problématique de culture, de différence culturelle avec la Chine, c'est pas dans une relation commerciale, hein, c'est dans une relation de partenaires et de collègues. D'accord. Donc, c'est un petit peu différent peut-être du cas que vous avez, Max, tout à l'heure évoqué, parce que, voilà. Donc, la filiale, l'usine chinoise, elle est 100% PBO. L'actionnaire, c'est la famille actionnaire. Mais il y a un certain nombre de points, effectivement, qui sont très importants et qu'on a essayé d'entretenir pour la mise en place de cette usine. Vous évoquiez donc des points qui nous rapprochent. Et donc, on a essayé de cultiver ces points qui nous rapprochent. Donc, bien évidemment, la gastronomie. Chaque fois que nous, on va là-bas ou chaque fois qu'eux viennent ici, chacun s'efforce d'apprécier la gastronomie locale, je veux dire, et ça renforce les liens. Un des points quand même forts d'identification culturelle, on essaie de créer une appartenance à l'entreprise forte, une appartenance, de créer une famille globale. La famille de l'entreprise, elle existait à Gémenos, et maintenant, cette équipe chinoise, elle fait aussi partie de la famille. Un des premiers éléments, vous le voyez sur ces images, c'est que les usines, quelque part, elles ont la même tête. Elles ont été construites de la même façon. Déjà, physiquement, elles se ressemblent. Donc, quand vous arrivez chez PBO en Chine ou quand vous arrivez chez PBO à Gémenos, vous arrivez dans le même monde. Et ça, c'est important pour créer cette appartenance commune et qui est, comme vous avez bien insisté, un des points importants, c'est la relation, c'est l'appartenance, c'est la confiance. Donc, si on est dans la même famille, on a la confiance et on travaille ensemble et on va dans le même sens. Donc, ça, c'est un des points, évidemment, qu'on a essayé de renforcer ou sur lequel on s'est fortement appuyé. Et un des éléments aussi pour dire qu'on est dans la même famille, c'est que on est un des points importants pour cultiver cette culture commune, c'est que PBO n'est pas une entreprise française qui a une usine en Chine. PBO est une entreprise internationale qui a une usine en Chine et une usine en France. Bien que le siège et l'actionnariat soient français, bien évidemment, et l'histoire, mais le positionnement, c'est ça. Voilà. On est international et la Chine, comme le Gémenos, font partie, ont même poids, ont même valeur. Ça, c'est important. Un autre point important aussi, c'est 100% de notre personnel en Chine est chinois. Alors, on en parlera tout à l'heure avec notre collègue des moteurs Baudouin, mais voilà, nous, on n'a jamais envoyé d'expatriés. Tout le personnel est 100% chinois. Alors, bien sûr, il y a des échanges permanents, hein, des gens qui viennent ici, nous, on va là-bas. Enfin, bon, dans les dernières années, ce n'est pas trop le cas, mais pour nous, c'est important d'avoir comme ça cette autonomie locale, on va dire. Et il s'avère aussi, parce qu'il y a quand même énormément de turnover dans l'industrie, enfin dans le personnel de l'industrie localement en Chine, hein, enfin, à Kunshan, hein, voilà, les gens ont plein d'opportunités, il y a énormément de turnover, donc il s'agisse des opérateurs ou de l'encadrement.
Nous, aujourd'hui, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Le directeur général, aujourd'hui, il est rentré chez PBO en 2003. Toute la direction et l'encadrement est arrivé dans ces années 2003-2005. Voilà. Donc, une fidélité à l'entreprise qu'on entretient et qui est importante pour ce succès et qui est un peu à la même image, c'est la même culture que celle que l'on a ici. Donc, un premier point qui est quand même cultiver effectivement tout ce qui nous rassemble. Et là-dedans, il y a un certain nombre de choses. Donc, nous, dans notre vocabulaire en interne, on dit il faut que je fasse un voyage long-nez. Ça veut dire que… Oui, parce que nous sommes des longs-nez. C'est des étrangers longs-nez. Voilà. Donc, quand nous, à Gémenos, on dit on doit faire un voyage long-nez, ça signifie qu'il faut qu'on y aille pour effectivement entretenir la relation, parce que même s'il n'y a pas un sujet technique très, très vital, mais voilà, il faut qu'on y aille pour entretenir la relation ou des choses comme ça. Voyages qui sont parfois aussi réclamés par l'équipe chinoise pour que, effectivement, on les accompagne dans certaines interventions auprès d'officiels ou choses comme ça pour que ça leur donne du poids. Mais ça, voilà, des exemples pour illustrer ce que vous disiez de l'importance de la relation et de la présence physique. Surtout ça. Qui est capitale. Et aujourd'hui, toute la difficulté depuis 2 ans d'entretenir cette relation. Alors, effectivement, WeChat, c'est un outil important, effectivement, envoyer un petit message, mais on sent que ça ne va pas pouvoir rester comme ça pendant très longtemps. Voilà, ça permet d'entretenir à minima, mais à long terme, ça va être très compliqué. Il va falloir qu'on puisse quand même refaire se rencontrer à nouveau. Donc ça, c'est le côté, on va dire, un petit peu positif et sympathique d'entretenir, de cultiver ces similitudes. Mais il y a quand même des grosses différences et certaines qui sont parfois très déroutantes. Donc, la première différence, c'est le point de vue. Certains vont voir un 6 et d'autres vont voir un 9. Et puis, il faut transformer ça en yin et yang pour faire que ce point de vue il se rapproche. Et pour ça, effectivement, nous, Français, il faut vraiment qu'on s'applique. C'est parfois difficile et même avec l'expérience, on se fait parfois piéger. Il faut vraiment s'appliquer à ne pas prendre parti ou à prendre à partie un collègue, lui demander un jugement ou de prendre position en public ou de le mettre en défaut. Alors c'est vrai aussi avec les collègues français, mais c'est d'autant plus vital là-bas avec nos amis chinois d'éviter de prendre quelqu'un à partie ou de le mettre en porte-à-faux personnellement. Voilà. Ça, c'est voilà. Donc, effectivement, et nous, en France, on a, comme vous disiez, la culture de l'écrit, et puis aussi avec le décalage horaire, enfin, nous, on travaille beaucoup par mail, et les gens ont tendance à envoyer des mails avec X personnes en copie. Et voilà, si vous voulez traiter quelque chose, vous éliminez toutes les copies, vous traitez en direct, et une fois que vous aurez clôturé le sujet, vous pourrez effectivement transmettre l'information à diverses personnes. Mais cette culture qu'on a un peu ici, d'envoyer des mails avec tous les gens qui peuvent être concernés, qui vont avoir tout l'historique de toute la discussion et de la construction de l'accord, ça, il ne faut pas, parce qu'effectivement, chacun risque de prendre mal certains points ou certains échanges. Et ça, enfin, en tout cas chez nous, chez PBO, voilà, il faut vraiment qu'on s'applique. Voilà, parce que ce n'est pas naturel pour nous. Un autre point important aussi, comme vous évoquez, c'est l'histoire du contrat. Alors, un contrat en Chine, ce n'est pas un contrat, c'est un support de négociation. C'est quelque chose qui vous permet effectivement, c'est un début. Voilà. Pour nous, c'est une fin, un contrat. Pour eux, c'est un début. Et ça, c'est encore plus amplifié que souvent, les contrats, on doit les faire en plusieurs langues, parce qu'évidemment, nous, on ne comprend pas le chinois. Et donc, souvent, quand le contrat il est en 2 langues, bien évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes choses qui sont dites dans les 2 langues. Et donc, quelque part, il peut déjà y avoir discussion entre le sens que va avoir le contrat dans une langue ou dans l'autre. Donc, le contrat, c'est d'abord un support de négociation. Comme vous dites, il est vrai à l'instant T, il n'est pas forcément vrai le lendemain. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Et voilà, il faut en permanence se remettre en cause. Ça, c'est un peu compliqué, mais on n'a pas beaucoup d'autres choix parce que c'est comme ça que ça fonctionne. A contrario,
et là je vous rejoins tout à fait, la confiance, une fois qu'elle est établie, personnelle, hein, avec un partenaire, tant qu'il n'y a pas de trahison, cette confiance, elle reste forte et elle n'a pas besoin d'écrit, c'est vrai. Vous pouvez contacter un collègue ou un ancien collègue ou un partenaire, échanger directement. S'il vous dit oui, il va le faire, mais c'est plus, comme vous dites, plus une relation de personne à personne qu'une relation contractuelle. Il ne va pas le faire parce que vous avez un contrat, il ne va pas le faire parce que votre entreprise de cliente et compagnie, il va le faire parce que personnellement, il est engagé vis-à-vis de vous. Ou réciproquement. Et voilà. Et ça, c'est des éléments, voilà, comme vous dites, il faut vraiment privilégier ça plutôt que la partie purement documentaire, administrative, officielle, quoi, de notre point de vue. Vous évoquiez le sujet qui est comme quoi en Chine, il y a toujours des solutions. J'ai essayé de l'illustrer ici. Effectivement, en Chine, il n'y a jamais de problème, alors qu'en France, d'un problème, on fait 10 problèmes. C'est assez vrai, mais quand même, je voulais apporter une petite nuance. C'est vrai, il y a toujours des solutions tant que notre partenaire chinois y voit un intérêt pour lui. Il y a rarement des choses purement gratuites. Et donc, on arrive quand même, il y a des fois où il n'y a pas de solution. Et j'ai l'impression, ou mon ressenti, c'est que chaque fois qu'il n'y avait pas de solution évidente, c'est parce que mon interlocuteur n'avait pas saisi l'intérêt pour lui. Et une fois qu'on lui a permis de se rendre compte de l'intérêt qu'il aurait, effectivement, dans ce cas-là, les solutions vont venir tout naturellement. Mais je serais un petit peu moins comment dire, positif, bon pas positif, mais un peu moins direct, clair que vous, précis que vous, en disant qu'il y a toujours des solutions. Il y a eu des cas où il y en a un même assez récent où il n'y a pas de solution et donc on nous dit vous devez faire comme ça, sinon ça ne fonctionne, enfin vous ne pourrez pas nous livrer ou vous ne pourrez pas exporter, enfin peu importe. Mais effectivement, une fois, parce que clairement le fournisseur n'avait pas trop envie de trouver la solution, et une fois qu'il a compris, lui, l'intérêt qu'il en aurait, là, il a trouvé effectivement une multitude de solutions qu'il a pu très bien mettre en œuvre. Voilà, donc effectivement, le sujet, c'est vraiment bien prendre conscience de ce qui nous sépare, y être très attentif, gérer ces différences sans aucun jugement, hein. Il n'y a aucun jugement, c'est simplement les transformer en atouts, mais surtout pas les juger, les considérer, en prendre conscience, et à partir de là, on arrive quand même bien à gérer. Et je vous dis, aujourd'hui, nous, la Chine, voilà, l'équipe chinoise, c'est comme nous. Voilà, nous, on n'a pas de différence. On a 3 sites de production, un ici en Chine et un 3e en Tunisie. La Chine, évidemment, a la plus grosse différence culturelle. Et aujourd'hui, l'appartenance et l'échange avec nos équipes chinoises, il est comme si c'était ici à Gémenos, il n'y a aucun souci. Parce que, on cultive ce qu'on a de commun, et surtout, des deux côtés, on prend conscience, on essaye de prendre conscience, on est bien attentif justement à ces éléments de différence culturelle. Parfait. Parfait. C'est très intéressant, Jean-Gabriel. Merci beaucoup. Surtout au point pour trouver solution quand il va leur intérêt. Oui, c'est plus complémentaire, je pense, par rapport à ce qu'on a dit. Mais c'est très bien. C'est très bien. Vous avez encore approfondi le sujet. Parfait. Maintenant, peut-être on va passer le tour à Xiao Kuai. Si tu peux parler un peu ce qui se passe à la société Baudouin, Xiao Kuai. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Et en fait, comme j'ai expliqué, Modore Baudouin, c'est une société marseillaise depuis plus que 100 ans. Même la famille Baudouin, en fait, il était à Marseille depuis, je pense, 1800 quelque chose. Nous avons tout début, c'est un fondeur de cloches à Marseille. Nous avons un code de cloches qui sonne chaque jour à Marseille. Des cloches de Baudouin qui sonnent chaque jour à Marseille. C'est vrai? Ou dans la Provence. Voilà, en fait, le slide suivant, s'il vous plaît. Par exemple, dans l'église Saint-Michel, qui est pas loin de la place Sébastopol à Marseille. Le page suivant, s'il vous plaît.
Voilà, en fait, Montagne qui a déjà parlé, les points communs, les points de différence, mais au plutôt niveau culture. Mais pour moi, je préfère de vous montrer quelques chiffres de différence et de points communs en économique. Parce que pour moi, l'économique, c'est la fondation de tout. Pour la société, pour le développement, pour la relation, pour la culture. L'économique, c'est la fondation. Voilà, je ne vous parle entrer dans le détail de chaque chiffre. En fait, je pense que vous connaissez mieux que moi. Voilà la page suivante, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais présenter un peu la différence entre notre maison mère Weichai et Baudouin. Parce que Baudouin, comme je dis, nous sommes une société qui est créée depuis le 20e siècle. Et l'année dernière, on est presque 100 millions de chiffres d'affaires. Nous sommes plus que 200 employés qui avec plus que 20 nationalités différentes. Et notre activité principale, c'est dans le moteur diesel. Soit c'est des moteurs marins ou moteurs terrestres. Et notre maison mère, c'est créé jusqu'avant la création de la République populaire de Chine. Et l'année dernière, on a fait plus que 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et dans le monde entier, nous avons plus que 100 000 employés. Et nous avons des activités très, très variées. Je vous présente dans le page suivant, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est un peu notre activité différente dans le monde entier. Je ne veux pas faire le pub de la société, c'est juste que je vous présente pour comprendre la différence entre notre société en Chine et la société à Marseille. En fait, la première partie, c'est le powertrain. Ça veut dire que nous avons des solutions de A à Z pour fabriquer des véhicules. Nous avons notre propre fabrication de moteurs, de systèmes hydrauliques, transmission et axes des châssis. L'année dernière, on a vendu plus qu'1 million de moteurs, plus qu'1 million de boîtes de vitesse et plus qu'1 million de châssis. Avec tout ça, ça nous permettait d'entrer dans le marché de poids lourds, des véhicules, parce que nous avons notre propre marque de poids lourds, des bus, de véhicules légers et des véhicules spéciaux. Comme nous sommes l'actionnaire de sociétés qui s'appellent Linde Hydraulique et Kio. Et ça nous permet d'entrer dans les marchés de grandes œuvres, comme vous avez vu ici. Et en même temps, quand on travaille quand on allait un peu plus loin, on travaille dans le logistique intelligent. Par exemple, c'était comme la solution pour le magasin comme Amazon. Nous avons des magasins entièrement automatisés. Et à l'autre côté, nous sommes l'actionnaire principal d'un groupe qui s'appelle Ferriti. Je pense que certains d'entre vous qui connaissez la marque Riva. C'est une marque de notre groupe Ferriti. C'est un des plus grands fabricants de yachts luxe du monde. Comme en Chine et en France, on dit qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. On essaie de faire les paniers pour le futur. C'est pourquoi, depuis plus que 10 ans, on est entré dans la nouvelle énergie. En ce moment, nous avons notre propre solution de piles compatibles. Même nous avons deux types de piles compatibles différents, deux technologies complètement différentes. Et nous avons notre propre société qui travaille dans la batterie, des systèmes de contrôle, des composants clés sur toutes les nouvelles énergies. Ça, c'est notre avenir parce qu'on considère, bien sûr, il y a encore des marchés pour le moteur thermique, mais il nous faut proposer des solutions pour nos clients dans les années qui arrivent. Le page suivant, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est un peu les marques différentes dans notre société. Vous pouvez voir, nous avons des marques dans les moteurs, des marques dans les grandes œuvres, des bus, à peu près tout. Voilà, ça veut dire que nous sommes un groupe avec des activités très, très variées. Nous sommes plantés vraiment dans le monde entier. Ça veut dire en Europe, en États-Unis, en Asie, même dans les autres pays du monde. Les pages suivantes, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est notre filière qui travaille dans la nouvelle énergie pour la figure. Vous voyez, nous sommes l'actionnaire de Palade qui travaille dans le pile compatible. Et nous sommes en même temps CIRES, c'est notre groupe aussi qui travaille dans notre technologie de solution hydrogène sur le FOFC.
Et en plus, nous avons des autres sociétés qui travaillent dans le système de contrôle et des composants clés sur tous ces nouvelles énergies. Voilà. Le page suivant, s'il vous plaît. Et Modore Baudouin, en fait, comme on dit, on travaille dans le marin, dans le moteur diesel. Ça, c'est quand même, c'est l'activité principale de notre groupe aussi. Et Modore Baudouin qui travaille plus que 100 ans sur cette activité-là. Et on a été le leader sur le marché, et je pense, milieu du XXe siècle. Mais quand on entre dans le XXe siècle, avec la crise économique, tout ça, la société qui est tombée dans la situation difficile, même devant le tribunal. La société, le fondateur de la société, la famille Baudouin qui a quitté la société, et la société est devenue par plusieurs fonds privés. En fait, il y a moins d'intérêt sur le développement de la société, mais plutôt sur le côté financier. Et en 2009, on est devant le tribunal. Et après, c'est la société chinoise Weichai Power qui fait la proposition de carter la société et carter la technologie en France, carter la production en France. Mais depuis là, plus que 10 ans, on est bien tenir notre parole. Et je vais vous donner un petit idée. En 2009, moteur Baudouin qui est vendu moins que 100 moteurs par an, et surtout sur le marché de pêche. Et l'année dernière, on a vendu plus que 6000 moteurs dans le monde entier. Et on est que sur le marché marin, le pêche, qui est plus notre activité principale. On a réussi d'entrer dans le marché de bateaux de travail et des bateaux passagers. Même en ce moment, nous avons des bateaux qui circulent à New York chaque jour avec nos bateaux, avec nos moteurs. Et en même temps, depuis le 2017, nous avons développé un nouveau secteur qui s'appelle PowerKit. C'est des moteurs terrestres. C'est une solution complète. Nos clients comme l'OIM qui peuvent acheter ces moteurs avec le système de refroidissement. Ils peuvent brancher tout ce qu'ils veulent derrière le moteur pour créer un groupe. Soit c'est un groupe de production d'électrique, soit c'est des groupes de la pompe. Et grâce à tout ça, nous avons, parce que le marché marin, c'est un marché très niche, avec le haut valeur d'ajouter, mais avec le grand service de développement. Mais avec le moteur terrestre, on arrive de balancer, d'équilibrer entre les deux activités pour bien assurer le développement de la société. Voilà, ça c'est un peu notre histoire. Le page suivant, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est un peu notre culture cœur entre Weichai et Baudouin. Je pense en 3 mots. Le premier, c'est l'engagement. On doit l'engager sur notre responsabilité, sur tout ce qu'on a dit. Le deuxième mot, c'est la responsabilité. En fait, nous avons une responsabilité pour la société, pour l'entreprise, pour notre partenaire, même pour l'employeur aussi. Le troisième mot, c'est la diversité. Je pense que ça, c'est une chose qui est très importante pour une société avec multiculture et internationale. Et en fait, je vais vous expliquer, en fait, quand Weichai a acheté la société, on a vu des manifestations devant le tribunal. Je ne vous cache pas. Parce que l'employé marseillais, qui ne connaît pas du tout son futur patron chinois, même nous sommes presque la première société chinoise qui est entrée dans le marché français et a acheté une usine en France. Et surtout une usine marseillaise. Voilà. Et en fait, c'est pas très bien de comprendre son inquiétude parce qu'ils sont tenus par les fonds privés. Ils ont bien profité de la société. Et depuis des années, ils n'ont pas d'investissement sur le développement, sur la société, sur rien.
Et ils pensent nous sommes le profiteur, nous sommes le profiteur chinois, venir pour profiter des sociétés, pour voler les technologies. Après, on a fermé la société. Qu'est-ce que nous avons fait? On a fait venir le représentant de la société, même la direction, même l'employé de première ligne, même des syndicats en Chine pour voir notre société. Ils voient, nous sommes une société qui est capable de produire 2000 moteurs par jour. Nous avons plus que 3000 ingénieurs qui travaillent dans la R&D. Et cette année, nous avons plus qu'entre 5 et 10% d'investissement sur la R&D. Je comprends, nous ne sommes pas une société financière, nous sommes une société qui travaille vraiment dans l'industriel et même nous sommes une société qui est dans la même activité. Nous avons des objectifs communs. Ça veut dire de développer la société, soit c'est en France, soit c'est en Chine. Ça, c'est les choses que je vais partager par le suivant. Et après ça, tout passe bien. En fait, je vais essayer de résumer des mois ou mes expériences dans 2 expressions chinoises. La première, qui s'appelle « qiu tong cun yi ». Les 2 premiers mots qui ça veut dire il nous faut chercher des points communs. Les 2 mots suivants, ça veut dire il nous faut des cartons de différence. Pour nous, c'est très normal d'avoir des différences entre les sociétés. Soit c'est des sociétés chinoises ou françaises, ou des sociétés françaises, ou des sociétés marseillaises, même entre les sociétés parisiennes ou marseillaises. Ou avec 2 personnes différentes. Soit c'est des mêmes nations ou différents. Mais je pense que ça n'a rien qu'on soit 100% identique. Il nous faut d'avoir un objectif commun. Il nous faut de se connaître avec les communications, avec des moyens de confiance, pour avoir la confiance. Ça va entrer dans la question de Guanxi, on a parlé tout à l'heure. Il nous faut de carton notre différence. C'est pas grave si nous sommes différents, c'est très bien. Mais il nous faut de chercher un point commun, avec un accord sur ces points communs, et chercher un moyen pour arriver à ces objectifs. Et en même temps, on garde notre différence. Et quand même, des fois, la différence, c'est un trésor pour tout le monde. Parce que grâce à tout ça, nous avons des points de vue différents. Nous avons des solutions différentes. Nous avons des cultures différentes. Ça donne des variétés dans notre vie. Mais le plus important, c'est le point commun. Par exemple, entre nous, une société de 200 personnes et notre groupe de 100 000 personnes, il nous faut trouver un point commun, soit sur le produit, soit sur la qualité, soit sur le marché. Et c'est pourquoi, en fait, nous essayons d'avoir la synergie au maximum avec notre maison mère. En ce moment, nous avons des employés de notre maison mère, groupe WeChat, qui travaillent chez nous dans tous les services. Ces personnes-là qui jouaient l'interface, c'est une personne clé. Pour nous, c'est un pont entre chaque service pour établir des procédures, des objectifs communs. En fait, pour nous, des fois, on se demande pourquoi on doit faire ça. En fait, avec la culture chinoise, comme on a mentionné tout à l'heure, des fois, on ne se demande pas. Les patrons qui te demandent, allez sur la colline, en face. L'employeur chinois qui ne va pas poser question, voilà, il va y aller tout de suite. Il va y aller tout de suite, sans poser question. Mais pour l'employeur français, il nous faut dire, ok, en fait, nous, on va avoir des fruits ou n'importe quoi qui est sur la colline en face. Voilà, il nous faut y aller, mais il nous faut de préparer tout de suite, il vous demande comment. Voilà, il nous faut de préparer le chemin, prendre tout ce qu'il faut,
avoir un goutte de l'eau avec vous, avec un sac, avec tous les outils avec vous. Et voilà, il vous faut prendre ce chemin-là pour y aller. Mais pour les employés chinois, hein, en fait, on dit c'est plus simple. On va y aller, il va y aller. Peut-être il va faire un demi-tour au bout de quelques centaines de mètres, hein, mais il va y aller tout de suite. Ça, c'est la différence. Mais des fois, il nous faut comprendre la différence entre les deux et prendre le moyen de s'expliquer, s'exprimer. Ça, c'est entré dans mon page suivant. 这可以啊 Oui. 这可以 Max va intervenir 啊 Oui. ，tu as une question Moi, je Max dirais les Français, surtout, ils diront pourquoi est-ce qu'il faut y aller. D'abord non peut-être. Peut-être Non, non. d'abord, mais je sais sans pas, poser les mais questions. surtout, il faut qu'ils comprennent pourquoi on fait des Après choses. c'est pourquoi Pourquoi, oui. pourquoi Mais en fait, Non, c'est ça, pourquoi en fait. Et ça, c'est la différence entre les employés chinois et français. L'employé chinois, rarement, il pose ces questions. On dit go, il go. Mais Go. c'est pourquoi je dis pour l'employé français, des fois, surtout, il vous demander pourquoi. Voilà, Oui, on c'est ça. l'expliquer parce qu'on voit quelque chose qui est en face, sur les collines en face. C'est important pour la société, c'est important pour vous et pour nous aussi. Bon, ça, c'est la différence. Mais il faut comprendre cette différence. C'est pas grave, il faut le comprendre. Mais ça, c'est entré dans mon page actuelle. Je ne sais pas comment ça traduire en français. C'est une Difficile, expression hein, qui est pas très jolie en chinois. Mais on dit, si on traduit en direct, ça veut dire il nous faut de prendre la parole de l'humain quand on parle avec un humain. Il faut prendre la parole de fantôme quand on parle avec un fantôme. Pour Puis après, moi, qu'est-ce que ça signifie? Parce que nous, on a vu ce slide, on n'a pas compris qu'est-ce que ça signifiait. Comment tu expliques ce slide? Ouais. pour moi, ça veut dire il faut comprendre la personne en face de toi et parler avec son façon, son langage. Sa façon. Ça veut dire que c'est pas un langage, en fait, c'est pas un langage entre chinois et français. C'est la façon de communication, la façon d'expliquer. C'est comme je dis tout à l'heure, en fait, pour le collègue chinois, tu peux très bien dire, il faut aller sur la colline en face. D'accord, ça veut dire qu'il faut s'adapter en fait Voilà. à la culture de la personne. Ça va y aller. Et pour les employés français ou la société française, il nous faut de lui dire pourquoi et comment. Expliquer. Voilà, Comment. comment. Pourquoi, comment. Et ça, c'est des choses entre nous, le filière, à notre maison mère aussi. Des fois, on nous dit, il nous faut un nouveau produit. Il nous faut des supports, soit sur le marketing, soit sur le produit, le développement, tout ça. Même des fois sur le supply chain. Il nous faut de réfléchir sur la place de personne en face de toi. Pour dire, oui, on a besoin de ça, mais pas tout simplement, il y a des intérêts pour besoin. Il y a des intérêts pour le groupe entier aussi. Même des fois pour votre service aussi. C'est pas des choses qui vont dire, oui, il nous faut ça pour modèle besoin, il faut le faire. Non. Les Chinois, ils ne vont pas t'écouter. Non. Parce que, en fait, d'abord, il faut trouver la bonne personne dans les 100 000 personnes, le bon interlocuteur pour répondre à ta question. La deuxième chose, pourquoi il doit faire ça pour toi? Non. Des fois, non. Il faut quand même l'expliquer l'intérêt commun. Comme M. Gabriel qui l'expliquait tout à l'heure, il faut trouver l'intérêt commun. Il faut expliquer pourquoi on doit faire tout ça. Et avec le langage de personne qui va t'écouter. D'accord, ça veut dire qu'il faut un peu plus d'accompagnement en fait. Donc, Il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre la personne en face de toi. Parfait. Par exemple, je donne un exemplaire très idiot. Peut-être quand tu fasses une personne qui concentre que sur son KPI, qui s'en fout du tout de le développement de la société, il te faut de parler avec son KPI. Avec son objectif. Oui. Voilà, on dit, tu vas faire ça pour nous, mais ça va t'aider sur ton KPI. Voilà, c'est plus simple, pour lui de plus simple d'accepter ton idée. Et c'est une personne
qui concentre plutôt sur le développement de la société, l'avenir de la société. C'est plus facile de parler avec lui et dire oui, on fait ça, mais c'est plutôt pour le développement de la société. C'est plus facile pour lui d'accepter ton idée. C'est pourquoi je dis il nous faut de choisir. D'abord, il faut comprendre le besoin de personne en face, comprendre son façon de réfléchir et d'exprimer ton idée avec son façon. D'accord. Ça, c'est pas que entre les Français ou Chinois, ou oriental, ou chinois, ou asiatique. Je pense que ça fonctionne partout. D'accord. En D'accord. fait, c'est tout. Parfait. Mais moi, je veux revenir avec l'histoire de contrat et le guanxi. Je pense pour moi, le guanxi, c'est plutôt le respect et la confiance. C'est pareil entre tout. On ne peut pas le travailler sans la confiance. Mais nous avons des façons d'établir la confiance différemment. Peut-être en Europe, on établit une confiance plutôt par écrit, par un contrat. Mais en Chine, peut-être on établit une confiance plutôt avec le respect, avec des relations personnelles. Mais je dis toujours à mon collègue, même à mon ancien client, on dit la signature de contrat, c'est le moment de début de négociation. Quand tu signes le contrat, ça veut dire que tu as vu les clés de négociation. Ça ne veut pas dire que le contrat, ça veut dire rien pour le chinois ou l'asiatique. Il va respecter le contrat. Mais le problème, c'est que le chinois, des fois, il n'est pas habitué de dire non. Ou il dit le non à l'autre façon. Les Français, ils ne comprennent pas. Mais quand même, il faut réfléchir. Il ne faut pas rester que sur le niveau de contrat. Il faut établir un contrat, bien sûr, pour se protéger, pour mettre tout en noir et blanc. Quand même, il faut réfléchir. Il nous faut comment de réaliser le contrat. Ça ne sert à rien que de signer un contrat, on ne mette pas des moyens derrière pour réaliser le contrat. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait entre nous et notre maison mère. Très bien, on signe un contrat avec notre maison mère pour dire qu'il nous faut des produits qui ont la même qualité que les produits français. Mais comment? On envoyait des personnes en Chine, on fait venir la lumière en France, on crée les mêmes procédures qualité entre les deux établissements pour assurer qu'on peut avoir les mêmes qualités. On fait des réunions régulières chaque semaine pour parler des problèmes entre les deux sociétés, pour avoir des synergies au maximum entre les deux sociétés. Ça veut dire qu'il nous faut un contrat, bien sûr. Quand même, il nous faut réfléchir comment on peut réaliser le contrat. Ça ne sert à rien qu'on fait un contrat sans réfléchir de mettre les moyens derrière. Max a une question. Max, oui. C'est pas une question. Moi, je suis d'accord que le plus gros problème, en fait, c'est de demander que ce qui est demandable et que ce qu'une usine sait produire. C'est pour ça que la base, en fait, de tout contrat, c'est d'avoir des niveaux de technologie ou des moyens de répondre à ce qu'on signe en contrat. Et après, si on met en place, si on demande les bonnes choses, il n'y aura jamais aucun problème avec de confiance et de construction. Et en fait, le problème, souvent, c'est que dans les contrats, en fait, on peut écrire n'importe quoi, il y a plein de manières de les interpréter. Ouais. Et si on ne prend pas beaucoup de soin de choisir un partenaire qui peut répondre consciencieusement à notre demande, eh bien, disons que je trouve que tous les partis sont en tort si on ne fait pas attention de demander les mêmes choses et aux bons interlocuteurs. Voilà, c'est ça. On dit il faut, je pense, le plus important pour moi, d'abord, c'est la communication et les connaissances. Imagine, en fait, moi, je travaillais toujours dans supply chain comme monsieur Gabriel. Imagine si tu choisis en fait, toi, tu as une société de centaines de personnes, mais tu choisis un fournisseur qui livre pour les sociétés qui produisent 1 million de produits chaque année. Ça ne va pas t'adapter ton besoin.
Ça veut dire qu'il faut bien de faire la communication, faire la connaissance, de comprendre qu'est-ce qui est en face de vous et faire le bon choix. Ça sert à rien que tu critiques des personnes en face de toi qui n'est pas la bonne personne ou la bonne société pour répondre à ton besoin. Ça veut dire que la communication dans le rôle, dans la coopération interculturelle comme entre la Chine et la France, c'est encore plus important par rapport peut-être entre deux Français. Déjà, entre deux Français, la communication n'est pas simple. Quand on travaille la Chine, entre les Chinois et les Français, c'est encore plus important. C'est ça sur quoi je pense. Ouais. C'est ça, parce que nous avons payé, je vous dis, je ne vous cache pas, en fait, je parle très franche, nous avons payé beaucoup de mal entre nous et notre maison mère depuis le rachat, depuis l'acquisitionnement. Même maintenant, chaque jour, on se bat. On vous parle entre vous. Même aujourd'hui. En fait, on fait le combat chaque jour. Combat chaque jour. Voilà, on fait le combat chaque jour. En fait, on dit nous sommes payés pour ça. Chaque jour, on fait des allers-retours avec nos collègues chinois. Ça, c'est notre mission, en fait. Voilà. Je ne vous cache pas, même avec plus que 10 ans de mariage, mais ça n'a pas arrêté, en fait. Ça n'a pas arrêté. Ça se dispute toujours, comme des couples, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu, en fait, on s'appelle toujours notre acquisitionnement, c'est un mariage entre notre maison mère et la société Baudouin. D'accord. Il faut entretenir la relation, même entre le couple, entre Baudouin et Weichai, entre sociétés chinoises et françaises. Tu vois. Moi, j'ai vu beaucoup de sociétés, enfin, j'ai vu plusieurs sociétés françaises qui étaient détenues par des sociétés chinoises. Et en fait, j'ai toujours remarqué que en fait, chacun restait un petit peu dans son coin. Il n'y avait pas vraiment de communication. Et le fait est, c'est que ça ne crée pas les liens. Et par contre, moi, quand j'allais en Chine, le soir, par exemple, avec plusieurs usines, j'étais invité avec les patrons qui venaient avec leurs femmes, leurs enfants. Et c'était une vraie famille, une vraie communication où, en fait, les barrières, en fait, elles tombaient. Et en France, en fait, dans les sociétés où j'ai vu où il y avait des Chinois et des Français qui cohabitaient, en fait, je n'ai pas retrouvé ce fond, ce lien. Oui. Ce lien. En Chine, en réalité, on retrouve souvent un lien très fort. C'est ça. Par contre, en France, quand un collègue, même entre les Chinois et les Français, on n'arrive pas à créer le lien aussi fort. Oui, c'est ça. C'est curieux. Par contre, le temps est peut-être limité. Donc, c'est très intéressant. On va passer questions parce qu'on a déjà dépassé une heure de temps de webinaire. Y a-t-il des questions? S'il y a des participants qui souhaitent prendre parole pour exprimer ce que vous en pensez avec la présentation de 4 intervenants, vous pouvez très bien demander, poser votre demande dans la conversation où je pense que c'est possible de lever la main si vous souhaitez dire quelque chose. Je ne sais pas, Luc, Patrice, si quelqu'un entre vous, vous avez des choses à dire, on peut vous laisser la parole, le micro, si vous avez des choses à exprimer. Si c'est quelqu'un qui va parler, y a-t-il quelqu'un qui souhaite parler? Une autre petite illustration, juste sur ce que vous disiez. Effectivement, nous, quand on va en Chine, le dîner, le soir ou le week-end, il y a régulièrement quelque chose avec l'ensemble de l'encadrement, parfois effectivement les conjoints, choses comme ça. Et quand on essaye de faire la même chose ici, la disponibilité des salariés ici n'est pas du tout la même. C'est vrai, j'ai beaucoup la vie plus privée. De mal. Oui, voilà, il y a beaucoup plus de mal ici à faire que le soir. Alors, j'ai un peu tout essayé, hein, les choses très formelles, en invitant 15 jours à l'avance, ou un peu au dernier moment, bah tiens, ce soir, venez manger avec votre femme, machin, avec notre collègue chinois. Voilà, il n'y a pas du tout la même dynamique, alors qu'en Chine, voilà, c'est même un petit peu sanctuarisé. Chaque fois qu'on y va, il faut qu'il y ait un grand dîner avec tous les cadres, et puis parfois, il y a les conjoints, les enfants, exactement ce que vous dites. Et cette différence, c'est volontaire, les gens le font très, très, très volontairement, très spontanément là-bas. Et ici, ben, effectivement, cette différence ou cette distance entre la vie privée et la vie professionnelle fait que c'est beaucoup moins instantané. Exactement. En fait, mon expérience, c'est moi personnellement, je n'ai jamais cherché des mêmes façons entre les deux côtés. Oui, ça, on est d'accord. Avec le collègue chinois, je veux le traiter des choses avec sa façon, son système. Mais quand je travaille avec des côtés français,
On respecte son habitude. Voilà. On ne se sert à rien qu'on le traite avec la même façon, en fait. Bien sûr, D'accord. c'est le point important, c'est d'être conscient et de s'adapter à chaque situation. Oui, tout à fait. Mais Voilà. surtout pas d'essayer de les. Il faut surtout Imposer. pas. Faut être conscient de ces différences. Il faut surtout pas essayer de les éviter ou de les réduire. Effectivement. C'est Bien parfait. sûr. Parfait. Ah, le témoignage de Jean-Gabriel, c'est très intéressant. Ah, donc, les Chinois, ils ne séparent pas la vie privée avec le travail. Donc, le soir, participer aux activités, c'est un grand plaisir. Les Français séparent vraiment les deux. Donc, participer au repas le soir, ça veut dire je travaille encore. Oui. Ça dérange ma vie privée. Ça c'est un droit sacré en France, le droit privé, la vie privée. Donc, non, je ne viens pas, moi. C'est pas compté comme heure supplémentaire ou pas, ou de toutes les questions que je pose. Il faut rémunérer ou pas, mais tout ce genre de questions. Ah, c'est compliqué après en France. C'est compliqué. Ah, tout est très compliqué. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va poser des questions ou il n'y a pas trop de questions? S'il n'y a pas trop de questions, on va peut-être terminer le webinaire. C'est très intéressant. Nous remercions beaucoup nos 4 intervenants, y compris moi, pour faire ce webinaire. Donc, je répète, Chinafi souhaite surtout être à vos côtés pour mieux travailler la Chine. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous exprimer. N'hésitez pas à nous connecter soit sur notre LinkedIn, soit envoyer par email. En tout cas, nous sommes la rue Paradis, centre-ville. Merci beaucoup, Baudouin. Merci beaucoup, PBO. Merci beaucoup, Max. Le prochain webinaire, ce sera le 7 juillet. Le sujet, c'est est-il encore intéressant de travailler à la Chine, acheter ou vendre. Donc, on aura des experts des sports qui vont parler cette fois. Donc, si vous êtes là, vous serez bienvenus. Vous serez bienvenus. Merci à tout le monde, à tous les participants. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Au revoir.